Le mode d'organisation traditionnel de la ville traditionnelle a presque disparu aujourd'hui de la majeure partie de la planète, particulièrement dans le monde occidental, sous l'effet de la séparation croissante entre travail intellectuel et travail manuel. Cependant, dans le contexte algérien, ces centres anciens demeurent conviviaux du fait qu'ils cohabitent avec le savoir-être ancestral encore vivant. Ils sont pourvus de richesses tant économiques que symboliques. Ils véhiculent l'histoire sociétale, urbaine et architecturale du lieu. En d'autres termes, ils sont le porteur de mémoire collective. Ce patrimoine est considéré par certaines organisations comme un droit inhérent au droit de l'homme. Il s'agit essentiellement des villes de l'Occident médiéval, des Ksour et des Médinas du monde musulman et des établissements humains des civilisations nazies, la Chine, le Japon, l'Iran antique, etc. En Europe, elle désigne aussi les ensembles humains précédant l'âge classique et l'apparition des États-nations. Comme on peut le voir ici, nous avons le Japon, deux exemples. Nous avons le village ou la ville au Japon, où, comme vous pouvez le voir ici, tout est construit en bois, bien sûr. Et cette architecture aussi du Japon est ouverte aussi sur la nature. Donc la caractéristique surprenante de l'architecture japonaise traditionnelle est la juxtaposition délibérée des oppositions pour créer un effet excitant, exubérance ornementale contrastant avec la modestie frugale. Et nous avons un exemple concret, c'est le temple Zen, ce qu'on appelle le Golden Pavilion, à Kyoto, qui a été construit au IVe siècle. Nous avons aussi une ville en Iran, c'est la ville de Yazd. L'eau est amenée en ville par un système de canaux, c'est-à-dire c'est des canaux. Les artères de la ville historique de Yazd sont construites pour répondre au climat désertique rigoureux. Ainsi, l'ombre est créée par l'orientation et l'étroitesse des rues et la hauteur des murs. Donc, les différents éléments typologiques de son architecture, les murs, les arches, les voûtes et les dômes, sont construits en terre. Les caractéristiques formelles de ces cités antiques. Donc, l'observation superficielle d'une ville traditionnelle montre un caractère d'unité inégalée par rapport aux ensembles urbains contemporains. En fait, elle est façonnée par une histoire, des modes de vie de société, des pratiques urbaines et de dialogue entre les habitants. Ce centre ancien a la caractéristique d'être le lieu où les dynamiques urbaines, sociales et économiques sont les plus fortes. En général, cette unité repose sur quelques traits fondamentaux. D'abord le système des voies, des ensembles urbains traditionnels, est basé sur une très forte hiérarchie des rues et des places. Rues principales, ruelles et les impasses pour desservir les lieux d'habitation. Le caractère unitaire de la ville traditionnelle n'est pas seulement le fait du système des voies, donc l'architecture elle-même joue un rôle prépondérant. L'exemple de la stratégie de la maison patio a son rôle de régulateur thermique, comme un exemple. Nous voyons ici une vieille ville
qu'on appelle localement Deshra, situé à Mena, c'est la wilaya de Batna, et on voit cette hiérarchisation de l'espace, rue, ruelle, vous voyez, c'est des rues, des ruelles, hein. Ici, bien sûr, c'est des rues aussi, avec des impasses, comme on peut le voir ici. Et bien sûr, c'est des ruelles pour se protéger contre aussi le soleil, étant donné que aussi cette Deshra est située dans une zone semi-aride. Nous avons aussi l'architecture qui est un peu particulière, c'est l'architecture du Mzab. Ça, c'est un Qsar aussi. Et comme on peut le voir ici, c'est une cité entourée de remparts, ici pour se protéger contre les agressions. N'oublions pas que ce Qsar-là a été construit il y a 1000 ans, donc organisé sur un plan radioconcentrique et bâti sur une colline rocailleuse pour protéger la palmeraie. Comme on peut le voir ici dans cette photo-là, au sommet de la crête, c'est la mosquée, et en descendant, les habitations. Bien sûr, dans ces habitations-là, il y a ce qu'on appelle le sens du respect des voisins. C'est un espace où c'est des espaces sacrés. Donc, aucune vue ne donne sur la terrasse du voisin. Nous avons aussi ici un élément particulier aussi qui est la tour de guet pour guetter et observer le mouvement du Wad Mzab. Nous avons aussi ici le souk là, donc c'est un espace profane qui se trouve à l'extérieur de la cité. Donc c'est un espace où il y a le commerce, c'est un espace qui est beaucoup plus masculin que féminin. Donc les matériaux de construction sont souvent les mêmes et tirés du terroir. Les ouvertures, portes et fenêtres, par leur forme et leur dimension, mais aussi leur toiture, présentent des formes apparentées. A noter que l'architecture de ces villes-là est d'une sobriété très poussée, par d'éléments décoratifs, pas d'éléments décoratifs sur les façades, qui sont généralement aveugles pour le cas des Médina et de Qsur, pour des raisons d'adaptation au climat et de préservation de l'intimité. Aucune maison est différente de l'autre. Elle découle de la culture locale, bien sûr. Le dernier facteur aussi contribuant au caractère unitaire des ensembles urbains traditionnels est le temps. C'est-à-dire que le temps qui a façonné contre le soleil, mais en tant que zone d'intimité au fur et à mesure et de préserver la culture locale, c'est-à-dire construction en fragmentation. Donc, une unité remarquable, les ensembles ici c'est l'architecture force l'admiration des spécialistes et des profanes ruelles par leur diversité et leur caractère. Donc c'est une architecture qui est compacte. Les villes traditionnelles ne se ressemblent jamais, et introverties. Chaque ville constitue en soi un monument à l'extérieur. Leur forme dépend d'une architecture structurelle des régions, parce que les gens habitent dans le désert. Par exemple, la mosquée avec son minaret obélisque occupe une place centrale et les ruelles sont uniquement réservées pour la servitude des habitations et de la mosquée. En d'autres termes, séparation du sacré et du profane.
Dans la Médina de Constantine, les activités commerciales occupent les rues, les ruelles. Une telle façon de faire n'est désormais plus possible dans l'urbanisme moderne, souvent détaché des réalités et des identités locales. Logique de production de l'espace urbain traditionnel. Donc, quelle est la logique de production des espaces urbains traditionnels? En fait, la ville traditionnelle échappe à toute doctrine urbanistique, à tout pouvoir extérieur à la cité et qui dicterait ses lois et ses règles. La production de l'espace traditionnel n'obéit à aucune directive. Et les espaces ne sont pas là pour frapper les esprits par leur qualité esthétique. L'usage de l'espace est principalement d'ordre utilitaire. À titre d'exemple, les rues sont de véritables cheminements tracés par des habitudes et non pas par un tracé régulateur. Le parcellaire n'a rien à voir avec la rationalité du lotissement moderne. Le plan d'une ville traditionnelle est le produit des usages, des coutumes, des droits acquis, des héritages et des servitudes. La ville se construit empiriquement, intégrant et au fur et à mesure l'habitation, l'activité commerciale et artisanale, les lieux de circulation, d'échange et d'incarnation du pouvoir politique et des croyances religieuses, marchés, mosquées et palais. La cohésion et l'originalité des formes traditionnelles s'expliquent aussi par la cohésion sociale, qui apparaît à travers des pratiques, des croyances, des modes de vie, des expressions culturelles partagées par toute la communauté. Dans les maisons à patio, la Casbah d'Alger, la Médina de Constantine par exemple, plusieurs familles vivent en communauté, en partageant par exemple le patio, qui est un espace commun. Dans la vie traditionnelle, production et création, objets ordinaires et objets d'art, savoir et savoir-faire sont inséparables. Ici, on voit aussi un exemple de la configuration des maisons à MENA, toujours, comme on peut le voir, utilisation des matériaux locaux, ici, qui est la terre ici, ou c'est l'adobe, des murs aveugles, c'est une architecture introvertie, puis des ruelles étroites. Et puis, il y a une adaptation au terrain. Toujours, nous sommes bien sûr dans un climat semi-aride. Un exemple aussi, ou un exemple de la Médina de Constantine, qu'on peut voir ici, c'est une vue aérienne. Donc, elle occupe une partie du rocher de Constantine ici. Alors, à l'intérieur, on voit les ruelles marchandes, ici et ici, donc très dense. Ici, c'est un jour de week-end où, après le travail, après 18 heures, il n'y a plus de personnes. Donc, on voit un petit peu que les magasins sont fermés. Mais ici, il y a une forte concentration des gens qui achètent, bien sûr, des biens ici. Ici, on voit ici la maison à patio intérieur. On voit un petit peu ce patio-là qui est un espace commun. Et puis ici, il y a le Qsar al-Bey. C'est une cour intérieure. Le Qsar al-Bey, bien sûr, c'est un monument historique qui date de l'époque ottomane. صمتينا مدينة الهوى وبلاد الرياس صمتينا بلاد الدين والعلماء بلاد الدين والعلماء اللي صارك بلا انتماء
الذكر والفهم ناس الذكر والفهم بن باديس والعلماء باسم الله نبدا كلامي صمتينا هي غرامي نتفكرك في منامي انتي والوالدين الله باسم الله نبدا كلامي صمتينا هي غرامي على السويقة نبكي ونوح رحبت الصوف قلبي مجروح سيدي بزار قول له روح الرصيف والجزارين الله باسم Bon, ici, il y a le Khsar Boussada. On voit ici l'utilisation des matériaux locaux, la pierre et le bois dans la construction. Ici, les poteaux sont en bois et puis même le plancher ici. Ici, dans cette ruelle-là, on a utilisé la pierre. Ici, il y a la ruelle est couverte pour protéger les patients contre le soleil parce que Boussada est situé dans une zone aride, donc il y a l'été quand même la température est assez élevée. Nous avons aussi l'exemple de la Casbah d'Alger, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons aussi les ruelles, des ruelles. Bien sûr, il y a adaptation au terrain parce que la Casbah est située sur une colline, donc il y a une adaptation. Oui. La même chose ici, donc c'est l'accès aux maisons directement. Donc ici c'est réservé au commerce, ici c'est l'accès à l'habitation, bien sûr. Donc, utilisation, bien sûr, le bois. Ici, par exemple, utiliser du long carbanement avec ses équerres, ici, par exemple. Et ici, c'est la maison en patio, là où vivent plusieurs familles ensemble. Donc, c'est l'exemple aussi, même exemple que Constantine. Donc, le mot traditionnel d'organisation de l'espace répond à des conditions particulières d'organisation du travail et de société. Et il ne peut être généralisé pour au moins les raisons suivantes. Il est impossible de copier les villes traditionnelles sauf à produire des coquilles vides. Le procès ayant produit les villes traditionnelles est complètement étranger à la démarche de l'urbanisme contemporain. Le mode d'organisation traditionnelle de la ville a presque disparu aujourd'hui dans la majeure partie de la planète sous l'effet de la séparation croissante entre travail intellectuel et travail manuel. Suite à l'évolution socio-économique de la société, la vie traditionnelle n'arrive plus à subvenir aux besoins contemporains des usagers en termes d'espace et de confort, d'où elle ne cesse de subir dénaturation et dégradation de cadre bâti. En conséquence, le processus de patrimonialisation, qui est une revendication des habitants, doit être engagé pour la sauvegarder et ainsi la valoriser. Alors, des interventions, bien sûr, des usagers sur le tissu urbain traditionnel en utilisant le béton et la brique rouge, amène à Wilaya de Batna, comme exemple. Par exemple, on a utilisé ici, on a utilisé des poteaux en béton, et ici, regardez, on a utilisé ici la brique. Situation maintenant de l'état du tissu urbain en Mzab. Et on constate aussi qu'il y a l'apparition des fils électriques qui envahissent tout l'Oxour. Vous voyez tous les fils, câbles électriques ici. Hein. L'apparition de plusieurs tuyaux ici, qui dénaturent un petit peu ce tissu urbain. Là. Et on voit que des ruelles en mauvais état, dans un état un petit peu qui nécessite des opérations de rénovation.
Aussi, toujours sur Onzab, regardez ici, maison détruite et reconstruite avec, la brique et le parpaing. À Ben Yizgen ici, vous constatez ici. La même chose, on a ajouté des rajouts à des murettes à terrasse, le rajout d'une murette à terrasse, et l'introversisme, il n'est plus de rigueur, donc on veut bien sûr avoir des fenêtres à l'extérieur. Et ici, également, une maison de truite à Banizg. Ainsi, certains ksurs qui rayonnent sur leur territoire par les lieux de culte, la Zawiya par exemple, le centre d'échange et l'oasis, qui permet la pratique de l'agriculture, sont en train de perdre leur cachet ksourien. Ces ksurs sont en fait en compétition déloyale avec la ville contemporaine, qui se sont dotés d'autres fonctions. Industriels par exemple à Ourgla, à Gerdaya, militaires à Ourgla et à Tougourt, et de services Ourgla, Tougourt et Aloued. Ces nouvelles fonctions ont permis de faire la ville autrement. Forme urbaine, typologie d'habitat, matériaux de construction. En conséquence, la cité éclate, le béton envoyé, les palmeraies, les remparts disparaissent, des habitations nouvelles se construisent extramuros, une agglomération moderne éclatée substitue au ksar compact aux rues couvertes et étroites. En d'autres termes, la triptyque oasis ksar-eau sur laquelle est fondée l'oasis saharienne est en train de pâtir. La question suivante résume la crise de la ville au Sahara. Peut-on maintenant parler de ville saharienne ou de ville au Sahara? Ici, la palmeraie de la ville de Gerdaya, qui est au fond, est menacée par l'avancement du béton. Vous voyez, donc c'est la ville de Gerdaya. Et on voit au fond, c'est la palmeraie était menacée, elle est menacée par l'avancement, du béton. Même cette partie-là est presque, si vous voulez, envoyée par les maisons. Hein. Et on sait très bien que la palmeraie, elle fait partie de la triptyque eau, ksar et palmeraie, qu'il faut bien sûr conserver. Donc, la vétusté avancée du cadre bâti des vieilles villes. Ici, la médina de Constantine, on voit un petit peu ici, c'est une partie de la ville de Constantine qu'on appelle la Suiqa, et on constate quand même qu'il y a beaucoup de maisons qui ont perdu leur cadre bâti. Et ici, quand même, les rues et les murs sont en état de délabrement quand même assez avancé. Ici aussi, de la Kasbah d'Alger, la même chose ici. On voit exactement que cette Kasbah-là exige quand même une réhabilitation par des opérations de rénovation et de patrimonialisation.